La Formule 1 a eu quelques sponsors peu reluisants. Un prince nigérian, de pseudo-boissons énergisantes et même la famille Ben Laden. La Formule 1 semble attirer les sponsors à problème plus que les autres sports. Mais pourquoi en est-il ainsi et pourquoi personne n'en parle? 4,5 milliards de dollars. C'est la somme qui a été dépensée pour faire la publicité de ce seul produit en Formule 1 depuis 1968. Pouvez-vous deviner quel est ce produit confidentiel? C'est le tabac. Le tabac est l'exemple le plus frappant des sponsors controversés de la Formule 1. Lorsque la publicité commerciale a été autorisée en 1968 en Formule 1, Lotus a immédiatement laissé tomber son logo vert britannique en faveur d'une marque de cigarettes Gold Leaf. D'autres parrainages de tabac ont suivi, beaucoup d'autres. Dans les années 70 et 80, plusieurs entreprises ont fait de la publicité pour leur marque de cigarettes en apposant des logos complets sur les voitures et les uniformes. Pourquoi la Formule 1 et les sponsors du secteur du tabac se sont-ils si bien entendus? Un expert l'a expliqué. C'est le sport idéal pour le sponsoring. Il est glamour et bénéficie d'une couverture télévisée mondiale. C'est une activité qui dure 10 mois, avec 16 courses dans 14 pays et des pilotes de 16 nationalités différentes. Ils sont là pour obtenir de la visibilité. Ils sont là pour vendre des cigarettes. Et ils en ont certainement vendu beaucoup. La Formule 1 et le tabac semblaient aller de pair. Philip Morris a construit sa marque Marlboro en grande partie sur son association avec les sports mécaniques. À eux seuls, ils ont dépensé environ 2,5 milliards de dollars en Formule 1 depuis 1968. Mais en 2006, la relation d'amour entre le tabac et la F1 a pris fin de manière abrupte. Pour être précis, elle a été interdite par une directive européenne. Philip Morris et Co. ont donc fait marche arrière et arrêté le lucratif parrainage de la Formule 1. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. En 2021, Philip Morris a toujours payé 75 millions à Ferrari. Ils sont simplement devenus plus créatifs sur la façon de contourner les règles. Par exemple, avec ce qu'on appelle les logos du marché noir. Exemple, British American Tobacco a utilisé la couleur et le design des principales marques de cigarettes, mais pas leur nom, ou le logo de code barre sur les voitures Ferrari. Il ressemblait juste à quelques lignes verticales, mais à grande vitesse, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour voir le logo Marlboro. Lorsque la FIA a également interdit cette publicité, le logo Ferrari est devenu celui-ci. Quand la FIA a aussi interdit ce logo, Philip Morris a fondé une nouvelle société qui ressemblait à ça. Sur leur site web, on peut lire « Mission Winnow est un laboratoire du changement qui s'attache à recadrer les conversations mondiales, à susciter un débat ouvert, à mettre les gens en relation et à soutenir la réalisation d'idées novatrices. » Peu importe ce que c'est censé signifier, en réalité, il s'agit juste d'une société écran permettant à Phil Morris de continuer à faire de la publicité pour le tabac en F1. Les logos du marché noir sont des publicités subversives qui, apparemment, fonctionnent encore si bien que les compagnies de tabac y ont consacré plus de 100 millions la saison dernière. Elle est si lucrative pour les sponsors en raison du groupe cible jeune de la F1. La Formule 1 a la deuxième plus grande proportion de fans de moins de 25 ans de toutes les ligues sportives mondiales. 60% de tous les nouveaux fans ont moins de 35 ans. Et même si le tabagisme est si nocif pour la santé, beaucoup de gens hésitent davantage lorsqu'il s'agit d'un autre accord. Un accord impliquant la famille Ben Laden. Au milieu des années 70, on dit que Frank Williams était si fauché qu'il se faufilait dans les conférences de presse pour manger un peu, à la recherche d'argent pour lui et son équipe. Il a finalement réussi en Arabie Saoudite. Il a signé avec le groupe technologique TAG, Saudia Airlines et plus tard la chaîne d'hôtels Al Bilad, qui appartenait à Mohammed Ben Laden, père d'Oussama Ben Laden. En 1980, Alan Jones a remporté le championnat du monde des pilotes pour l'équipe Williams d'Al Bilad. D'une certaine manière, la famille Ben Laden est donc en partie responsable du premier titre Williams en Formule 1. À cette époque, rien ne laissait présager la carrière ultérieure du fils. Si le parrainage de la Formule 1 par Ben Laden n'est pas encore assez fou pour vous, que diriez-vous de ce mystérieux prince nigérian qui a promis 125 millions de dollars pour devenir copropriétaire de l'équipe Arrows? Ce n'est pas un mime que j'ai improvisé, cela s'est réellement produit. Je ne sais pas si c'est par email, mais le prince Malik Ado Ibrahim a affirmé qu'il allait lever des fonds en créant la marque T-Minus. T-Minus prévoyait de gagner de l'argent en lançant une boisson énergétique et en vendant des produits relookés comme des vêtements et des motos.
Le fait que vous n'en ayez jamais entendu parler devrait être un indice de son succès final. Timinus n'a récolté absolument aucun argent. Le prince n'a jamais payé, a complètement disparu et n'a laissé que des débris. On pourrait penser que les directeurs d'équipe modernes ne referaient pas les mêmes erreurs. Cela étant dit, tout récemment, en 2019, la Formule 1 s'est retrouvée, d'une manière ou d'une autre, mêlée à un autre scandale autour d'une société de boissons énergétiques inexistante qui a, d'une manière ou d'une autre, escroqué son chemin dans le cercle intérieur du sport. Pourquoi y a-t-il autant de parrainages bizarres en F1 ? 3 raisons sont invoquées. La Formule 1 est très compétitive. La Formule 1 est extrêmement chère et les revenus dépendent beaucoup des sponsors. La différence entre la voiture la plus rapide et la plus lente en Formule 1 est d'environ 1,5 secondes sur un tour moyen de 90 secondes. Cela ne représente qu'une différence de 1,3% entre la meilleure et la pire voiture. Même le plus petit avantage technologique peut faire la différence. C'est pourquoi les équipes investissent massivement dans la recherche et le développement ainsi que dans la production. Plus de la moitié du budget d'une équipe est dépensé ici. Le reste est consacré au salaire et à la logistique et aux opérations. Si vous comparez les coûts de McLaren au cours des 30 dernières années, vous verrez qu'ils ont augmenté de plus de 1000%. En 1990, ils ont remporté le titre avec Senna et un budget d'environ 25 millions de dollars. Les états financiers de 2018 montrent des coûts de plus de 300 millions. Avec les nouvelles réglementations, les dépenses annuelles sont plafonnées à 135 millions. Mais cela reste une grosse somme d'argent. D'où vient tout cet argent? Alors qu'au début, la Formule 1 roulait aux couleurs nationales et qu'il n'y avait que des sponsors pour l'huile et les pneus. Aujourd'hui, les équipes de Formule 1 sont très dépendantes de l'argent des sponsors. En moyenne, 40% des recettes proviennent des sponsors. Plus de 300 marques sont des sponsors de la F1 et dépensent environ 1,5 milliard par an. Si les petites équipes veulent suivre le rythme, elles doivent aussi mettre la main sur l'argent. Les espaces publicitaires étant limités, la seule façon d'y parvenir est de prendre les sponsors qui payent le plus. Et parfois, ces sponsors sont un peu controversés. Malgré les défis tels que l'interdiction des sponsors du tabac et, plus récemment, la prise de conscience de la crise climatique, la Formule 1 est plus attrayante que jamais pour les téléspectateurs et donc aussi pour les sponsors. Bien que certains puissent affirmer que les sponsors controversés de la F1 appartiennent au passé, il est important de noter que le problème est toujours d'actualité. Par exemple, certains des sponsors actuels de la F1 sont des compagnies pétrolières et gazières. En outre, la F1 a été critiquée pour avoir organisé des courses dans des pays où les droits de l'homme sont peu respectés, comme le Bahreïn et l'Azerbaïdjan. Un pays hôte auquel on ne pensait pas négativement est le Japon. Mais il a un côté très secret. Imaginez un monde où tout va bien. Soudain, tout s'écroule. C'est exactement ce qui s'est passé au Japon dans les années 1990. Mais ce qui s'est passé ensuite est ce qui rend l'histoire du Japon si unique. Des millions d'individus se sont retrouvés complètement isolés de la société. On les appelait la génération perdue. Et leur histoire est un symbole de la disgrâce du Japon et un signe de son avenir inquiétant.